Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidien et oui, KNF, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sur deux chaînes. Oui, la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi la chaîne numéro 7 de la box SFR. Et puis souvent, qu'on a le temps, on fait un petit live streaming, rien que pour vous, internautes de partout, de France, du Canada, de London. Et je suppose que peu importe où vous êtes dans le monde, vous avez entendu ce qui se passe un petit peu ici en Guadeloupe. Peut-on faire le pont entre le climat social d'avant et ce qui se passe aujourd'hui? Forcément, j'ai dû recevoir, inviter mon chroniqueur, historien préféré, docteur Maël Lavenir. Qu'a nous fait? Nous là, nous bien. Alors, est-ce que tu es prêt à nous éclairer sur ce climat social actuel? Est-ce la première fois, forcément, qu'on voit ça ici en Guadeloupe? Et sinon, pourquoi ça se refait? Donc déjà, première question, dans toutes ces questions que je viens de poser, est-ce qu'on est habitué à ce genre, je dirais, de rébellion ici aux Antilles? Tiens, on salue la Martinique. Oui, je pense qu'on peut voir. Alors d'abord, je salue tout le monde et puis une belle année 2022. Et c'est important. Tout le peuple là, pour nous rester fort, solides, et bien raides. Et puis, oui, je pense qu'on peut voir les choses de manière un peu structurelle. Quand je dis structurelle, c'est-à-dire que c'est un problème de fond qui est là depuis longtemps, qui se fait à répétition, comme tu dis. Et tu parles de rébellion, d'affrontement, de climat social chaud. Je dirais que ça caractérise même, sur le plan historique, la départementalisation. Ok, donc on va rappeler qu'est-ce que la départementalisation. Vous avez vu comme c'est dur à dire? C'est pour nous jeunes qui nous regardent justement, ils se disent c'est quoi ce grand mot? Vas-y, explique-leur. En gros, départementalisation, c'est la chose qui fait qu'aujourd'hui, les Guadeloupéens et les Martiniquais ont leur carte vitale comme... J'aime bien un gosse de 10 ans. C'est quoi la carte vitale? Oui, bon. Non, ça, on va expliquer ça après. Ouais, je vais inviter un médecin. Un médecin, ouais. Voilà. Mais en gros, voilà, les droits de la citoyenneté française qui sont appliqués tels quels, ça vient de là. Et en même temps, avec ces droits-là, tu as aussi l'application des lois. Ok. Et un des problèmes qu'on trouve aujourd'hui, et qu'on a trouvé dans le dernier climat social, c'est l'application de lois telles quelles, donc celles qui sont issues de la crise sanitaire avec le gouvernement et sa vision très stricte et autoritaire des choses, et comment sur le plan local c'est reçu. Et c'est vrai que moi, mon concept de la départementalisation tel que je l'ai analysé, c'est que de manière vraiment profonde, pour moi, la départementalisation, c'est justement cette confrontation permanente entre des acteurs locaux qui sont soit de la classe politique, souvent de l'activisme syndical aussi, donc qui se battent pour l'amélioration de la situation, essentiellement des ouvriers, des professions les plus démunies. Et il y a souvent une confrontation entre ce qu'ils attendent et ce qui est donné par le pouvoir central. Et c'est quelque chose d'assez particulier parce qu'en même temps, avec la loi d'assimilation de 1946, celle qui a lancé ce processus de départementalisation qui vise à ce moment-là transformer des colonies en départements, donc c'était vraiment quelque chose d'assez gros, presque impossible pour certains. Donc ça a pris du temps et ça a demandé justement une très forte lutte sociale parce qu'au départ, on ne voulait pas accorder tous ces droits sociaux aux travailleurs agricoles antillais parce qu'ils étaient victimes de certains racismes. On les accusait de paresse, d'improductivité, ce qui était faux, pendant que les usiniers, donc ceux qui ont les sociétés sucrières, s'amusaient eux à cacher leurs capitaux et à faire toutes sortes de choses pour bénéficier du système. Donc il y a eu cette discrimination qui était en place assez tôt et en fait on la retrouve encore aujourd'hui dans les combats, dans les combats des militants syndicalistes, et on retrouve, comme je le disais, cette confrontation entre ce que l'État propose, ce qu'il donne et ce qu'on veut sur place. Et ça, c'est une limite de la départementalisation parce que malheureusement, ça fait plusieurs décennies qu'on ne va pas plus loin. C'est-à-dire qu'on est constamment dans une réaction. C'est en fonction de ce que l'État va lâcher que tu dis, bon, ok, talent qu'à point, talent pas à point. Exact. Mais il n'y a pas d'anticipation. Beaucoup de personnes ont parlé ces dernières années de la question d'un projet guadeloupéen, parce que même aussi du côté du gouvernement, il y a eu des appels à proposer un projet. Et c'est vrai qu'il y a une certaine limite de la classe politique pour avoir une vision commune de ce qu'on voudrait pour ce pays-là et où est-ce qu'on voudrait emmener les gens. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que pour analyser les choses, la culture politique d'un territoire, c'est comment un ensemble d'élus, mais pas que des élus en fait, comment des élus sont en osmose avec une population, et bien souvent les classes moyennes et les classes populaires qui sont les plus majoritaires,
comment tous ces groupes peuvent partager les mêmes valeurs. Donc quand je parle de valeurs, c'est la vision des choses. Dans ce qui touche au problème d'aujourd'hui, c'est finalement, beaucoup de personnes parlent de la question de la liberté personnelle par rapport à la question de la vaccination, du pass vaccinal. Alors première chose, ce n'est pas qu'en Guadeloupe et en Martinique que l'autoritarisme sur le pass vaccinal est remis en cause. On voit de plus en plus en France, en Europe et partout dans le monde. Mais c'est vrai que cette question du rapport à la liberté, pour moi, elle est peut-être un peu plus profonde chez nous, parce que nous sommes quand même des sociétés post-esclavagistes, et de manière inconsciente, et notamment grâce au pouvoir un peu de la mémoire qui a été reprise, mise en lumière par différentes personnes, différents acteurs culturels ces dernières années, on a quand même cette conscience d'un peuple qui tient à sa liberté. Tout le monde, bon, je généralise, mais j'ai envie de dire que tout le monde connaît le combat de Delgrès en 1802, c'est qu'il y a eu une lutte contre le rétablissement d'un ordre colonial pro-esclavagiste de manière très forte. Et d'ailleurs, cette mémoire de Delgrès en 1802 a façonné l'état d'esprit de beaucoup de militants, ceux des années 50 et 60 comme ceux d'aujourd'hui. Donc cette question de la liberté, à mon avis, elle est très importante parce que non seulement il a fallu lutter pour avoir cette liberté, et comme je l'ai montré dans ma dernière conférence dans l'application, les rébellions en fait sont permanentes dans les sociétés esclavagistes et même post-esclavagistes. Justement, est-ce que tu peux nous donner quelques dates? Ouf, alors là, si tu vois, il n'y a pas longtemps là, j'ai fait une fiche justement dans l'application avec toutes les rébellions dans la Caraïbe insulaire. Et franchement, ne donne pas toutes, hein, mais est-ce que tu peux nous donner les plus marquantes? Bien sûr, il parle de son application parce que vous le connaissez depuis le temps. Mais si vous venez d'atterrir sur le plateau de KNF, sachez que Maël Lavener a une application RJ Verte qui vous documente et vous instruit sur votre histoire de l'esclavage, notre société, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion. Bref, toute votre histoire y est. On donne les adresses à la fin de l'émission. Mais si tu as 2-3 dates importantes, le pourquoi du comment de ces dates, et que s'est-il passé après? Est-ce qu'il y a une amélioration? Vas-y, je t'en prie. Super. Alors, la rébellion majeure qui va décapiter un peu le système esclavagiste, c'est la grande insurrection de Saint-Domingue en 1793. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme je disais pour aujourd'hui, le lien entre la Caraïbe et le reste du monde, et notamment ce qui se fait en France, sera très étroit. C'est-à-dire qu'en 1793, on est dans le contexte de la Révolution française qui éclate à partir de 1789 et qui proclame des idéaux justement de liberté et d'égalité. Et dans des sociétés coloniales esclavagistes où l'égalité est un problème, parce qu'il y a les Blancs qui ont le statut de libre. Ils ont à leur côté une classe intermédiaire qui s'est forgée avec le système colonial esclavagiste qu'on appelle les libres de couleur. Je vous renvoie bien sûr au replay, vous tapez encore une fois KNF, mais Lavener, il vous explique tout, la distanciation sociale. On s'en rappelle, vous allez comprendre comment ça se fait que certaines communautés restent là et d'autres là. Voilà, tout est dit dans ces... Si vous n'avez pas vu, c'est que vous n'êtes pas assis. Oui, il faut ouvrir. Et du coup, il y a ce problème d'égalité pour des libres de couleur qui sont donc discriminés même en tant que libres. Et puis forcément, du côté de la masse servile des captifs réduits en esclavage, ce qu'on veut, c'est la liberté. Donc la Révolution française va conduire progressivement à ce qu'on appelle la Révolution noire, la Révolution haïtienne de 1791-93, qui va aboutir tout simplement à la première abolition de l'esclavage dans tout le système colonial esclavagiste. Et ça, c'est la plus grande rébellion. C'est la plus grande rébellion, mais en fait, les premières rébellions, on les trouve même dans les territoires espagnols qui ont eu les premiers esclaves dès 1510, dès les premières années. C'est vraiment quelque chose de permanent. On a souvent l'impression que, justement, il n'y a pas eu de rébellion, il n'y a pas eu de résistance poussée, mais en fait, le système était tellement fort, justement, et c'est ça sa force, qu'il parvenait à absorber les rébellions, il parvenait à absorber le marronnage. Mais c'est ça, parce qu'on a l'impression que les rébellions se font,
qui, comme on dit ici, il y a un gros bordel. Et d'un seul coup, peut-être 2-3 ans après ou 5 ans, on oublie tout. On oublie Par tout exemple, et- je prends l'exemple de mai 67, qui a été vraiment une époque marquante en Guadeloupe. Concrètement, s'il n'y avait pas eu les masses et compagnie, mon big up beaucoup, mon big up à Kyo, je crois qu'il y a beaucoup de personnes ici en Guadeloupe, c'est quoi mai 67? On n'en parlait pas. C'est clair. Donc est-ce que, est-ce que même on va se souvenir de 2009 ou même de 2021 dans à peu près 15 ans? C'est une 15 petite ans. question qui me passe par la c'est- tête. je- Mais dans 20 ans, est-ce qu'on va se rappeler de tout ça? tu Je penses? trouve que c'est une très bonne question. Merci beaucoup, Et- j'ai travaillé. Ça montre aussi quelque chose d'important Ouais. quand on veut comprendre l'histoire, c'est qu'il y a des différences de contexte. Ok. Et là, par exemple, quand tu me parles de 67, on se retrouve justement dans ce contexte de départementalisation qui pose problème parce que ce qu'on attend sur place, notamment la réduction des inégalités Exact. socio-raciales qui sont nées du système esclavagiste, il n'y a pas encore de solution apportée à ce problème-là. Ouais. Et 67, ce qui va vraiment marquer aussi, c'est qu'on est dans un contexte de décolonisation sur le plan mondial. Et ce contexte-là, il touche aussi la France avec la guerre d'Algérie. Exact. Et en fait, les autorités ont peur d'une contagion du séparatisme et du nationalisme. Ouais. Donc là, ils vont mettre le paquet. Et en fait, ce qui se passe en 67, c'est vraiment une répression sanglante coloniale avec l'assentiment du président, du général de Gaulle, pour vraiment réprimer des volontés d'autonomie pour pouvoir gérer ses propres affaires, notamment économiques et sociales. Donc vraiment l'impact de cette répression sanglante aura un aspect psychologique fort qui explique, si tu veux, le fait qu'on laisse de côté. Pour moi, 67, c'est vraiment un épisode particulier parce que la terreur qui a avec ce moment-là fait que pendant longtemps, beaucoup de personnes ont refusé d'en parler, ont voulu mettre ça à côté. C'est comme si quelque chose d'horrible t'arrive aujourd'hui là. Ouais. Et Comme un traumatisme. voilà. Exact. Et l'être humain, physiologiquement, il est fait comme ça. Ouais. Il est fait pour... Quand c'est trop fort pour toi, tu le dépasses, tu fais un déni, tu le mets à côté parce que tu as du mal à vivre avec. Ouais. Donc ça a vraiment marqué les esprits pendant longtemps. Et puis ensuite, moi 2009, je le mettrais dans un autre contexte. Ok. Un contexte où déjà, si on prend l'environnement technologique, la circulation des idées, des informations a changé. Ouais. Dans les années 60, les technologies de diffusion d'informations reposent essentiellement sur la presse, Exact. la presse militante, syndicaliste. On a la radio aussi, quoique la radio est plus une radio d'État à ce moment-là. Ouais. C'est vraiment, les armes, c'est la presse, les tracts et la circulation d'idées de porte à porte et les meetings. Exact. 2009, là on est dans un autre contexte, on a déjà les réseaux sociaux, On a Facebook, nos portables, l'information circule plus facilement. Exactement. Exact, c'est vrai On ça. a d'autres connexions Ouais. et aussi on a une population qui est plus facilement consciente de certaines choses et qui a aussi plus d'armes intellectuelles théoriquement parce qu'en même temps cette diffusion technologique c'est comme un équilibre. Elle te permet d'avoir plus d'informations, plus de conscience, mais elle t'abrutit aussi. Ce C'est qu'on pas faux. appelle le smartphone, qui est censé être un téléphone intelligent, finalement, progressivement, il remplace ton intelligence que tu mets de côté et il guide un petit peu ce que tu fais. Donc, il ne t'amène pas forcément vers la conscience, plus vers les bêtises, mais en même temps, lorsque c'est bien utilisé, lorsqu'il y a une vraie contestation sociale qui justement se comprend par des siècles d'inégalités, de problèmes qui ne sont pas toujours les mêmes, mais qui se suivent, eh bien, la sauce a pris et je pense que 2009, c'est autre chose parce que, mine de rien, c'est quelque chose qui a marqué le comportement socioculturel des Guadeloupéens notamment, dans l'idée même de faire attention à quoi on fait, quoi on consommer, qui j'ont qu'à mettre en système là, même si c'est pas facile de fermer la porte à tout, mais à mon avis il y a un début et je pense que c'est quelque chose qui 2009 particulièrement, dans 20 ans encore, je pense qu'on va voir tout ce que ça a généré, notamment les dynamiques entrepreneuriales de personnes qui veulent valoriser de la production locale, d'abord à un niveau artisanal, et on se souhaite justement, c'est là que la conscience est importante, pour qu'un artisan puisse avancer dans ce qu'il fait, il faut qu'il ait de la demande qui correspond à ce qu'il veut offrir, et ça lui permet de développer ses échelles et d'aller vers une production
qui se voudra industriel Ouais. et qui pourra aussi exporter dans d'autres endroits du monde. Donc ça, ce sont des piliers assez importants parce qu'en même temps, l'un des problèmes fondamentaux de tout ça, c'est les inégalités, la possibilité de générer un business pour ceux qui ont des conditions défavorisées. Et on ne peut pas effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, toujours être dans la réaction de ce que l'État peut offrir, avec toutes sortes de dispositifs qui sont bien en place et qui existent, il faut le dire. Et il faut générer des dynamiques où collectivement on peut s'insérer dedans et faire qu'un mouvement social justement qui a duré une quarantaine de jours, qui a marqué les esprits et qui a amputé le pays à un certain moment, ne soit pas une amputation permanente, mais juste temporaire, parce qu'on rebondit dessus et on est capable de partir sur une dynamique créative. Ça, je la sens par contre très forte aujourd'hui. Ouais. Et c'est peut-être aussi par rapport à cette dynamique créative, à ce qu'on peut faire, que tu as encore des relents à certains niveaux de contestation, parce qu'on sait qu'on peut faire autrement chez nous. Et c'est vrai que ce que tu dis est fort, surtout au début de l'interview, tu as dit que c'est vrai qu'on prend beaucoup sur nos ancêtres, le passé. Effectivement, il y a énormément de références dans les mouvements sociaux actuels par rapport à nos grands noms, ceux qui se sont battus. On a l'impression que les militants, ils ont peur de rien. Vous voulez me tuer? Eh bien, allez-y. Justement, est-ce que l'histoire nous a forgé? Et deuxième question, juste avant 1967, est-ce que tu as une autre date qui a pu marquer la Guadeloupe ou même, là, bien sûr, la Martinique qu'on salue ou la Caraïbe? Alors, ce que j'ai trouvé d'assez marquant, qui est vraiment lié justement aujourd'hui, c'est que cette dynamique de contestation, cette dynamique de s'ériger contre ce que le pouvoir central veut appliquer par la mobilisation sociale, par des actions de groupe, elle naît véritablement. Pour moi, elle s'intensifie à partir justement de ce processus de départementalisation. Ok, d'accord. Et ça va générer dans les années 50 ce que j'appelle un mouvement social contre le colonialisme et contre les discriminations raciales, qui va mêler à la fois le secteur public avec les fonctionnaires et le secteur privé avec les cadres de la CGT. Et c'est là que je te parlais tout à l'heure de valeurs et de culture politique, parce qu'à ce moment-là, même au niveau des élus, tout le monde est en symbiose. C'est ce que je trouve d'historique dans ce mouvement-là. C'est le seul moment de l'histoire où il n'y a pas de... On ne balance pas sur celui-là, juste parce qu'il n'est pas dans le même parti, au nom d'une cause qui est supérieure. La cause supérieure, c'était la reconnaissance des droits sociaux de la masse antillaise par rapport à un changement social qu'on attend, qu'on veut voir visible, qu'on veut sentir perceptible. Et dans ces années 50-là, je peux te jurer que les affrontements entre grévistes et forces de l'ordre étaient courants. Ah ouais? Vraiment, tu as des endroits assez localisés comme Capesterre chez nous et Basse-Pointe en Martinique. Comme quoi, Capesterre, c'est depuis la nuit des temps. Hein? Oui, vraiment. C'est le rond-point de la rébellion. Ni des côtés comme ça. Big up Capes. Oui, Big up Capesterre que on connaît déjà, moi c'est ma commune adorée. Et oui, tu as des endroits comme ça qui sont des endroits de tension sociale où il y a une certaine activité qui fait que tu as des affrontements qui peuvent se produire. Et puis, de manière permanente, tu as une répression policière qui était particulièrement visible dans ces années-là, mais qui était déjà le cas. Hein. C'est-à-dire que dès que le mouvement social antillais prend forme, dès que les travailleurs vont commencer à se regrouper pour pouvoir utiliser le droit de grève, dès la première grande grève des ouvriers agricoles antillais en 1900, tu as déjà de la répression. Sauf que dans la première moitié du XXe siècle, on tuait beaucoup plus facilement. Dans les années 50, on va continuer, puisqu'en 1952, autre chose qui va marquer l'histoire guadeloupéenne tristement, c'est l'assassinat de grévistes au moule devant des barricades érigées justement pareil dans le cadre d'une grève. Et c'est vrai que du côté guadeloupéen, on a eu malheureusement des épisodes comme ça, 52, 67, qui ont marqué et qui font que on a senti à d'autres moments une difficulté à mobiliser chez les militants par rapport à ça. En Martinique, dans les années 50, tu as eu... Comme moi, c'est mon analyse en tout cas, comme il n'y a pas eu ce traumatisme de 1952, en 54 et en 56, on a deux belles et grandes grèves d'ouvriers agricoles qui montrent que depuis les années 50,
les militants ont permis aux travailleurs de prendre confiance en l'action collective avec le soutien des élus, le soutien des fonctionnaires qui leur apportaient un soutien financier, qui faisaient des motions de soutien parce que les fonctionnaires et les instituteurs notamment avaient un rôle social important dans ces sociétés-là. Et c'était vraiment quelque chose de commun qui te donnait un ballon pour pouvoir te mettre en grève parce qu'on restait dans des sociétés où le paternalisme, notamment en Martinique, des béquilles, le contrôle du tissu social était important et tu ne pouvais pas te mettre en grève comme ça. C'est-à-dire, vous faites un coup aujourd'hui là, peut-être au cas il fait des jours ou pas forcément quand il fait 3 jours. 3 jours. Donc calme-toi le 3e jour. Tu vois, okay. Parce que tu as une pression, tu as un géreur qui va voir que bon, ben, monsieur qu'à arrivé, nous comme tu es mis à côté, donc après on dote. Et en plus, dans le contexte martiniquais, à partir des années 50, il y avait un accroissement démographique qui faisait que le chômage devenait plus percutant pour ceux qui voulaient travailler. Donc du coup, ils avaient le moyen de faire jouer la concurrence et de météo à côté. Donc tu as toute cette pression-là qui a cadré, si tu veux, la contestation chez nous et qu'on retrouve aussi. C'est juste qu'il y a une mutation sociale, par contre, qui s'est opérée à partir des années 60. Ce que j'appelle ce fameux changement social que j'ai étudié particulièrement avec ma thèse. Et un des problèmes de ce changement social, c'est qu'il va apporter une nouvelle organisation économique et sociale, mais sans un changement des structures et de la hiérarchie coloniale héritée du XVIIe siècle. Donc, en termes très scientifiques, on appelle ça un changement interne d'équilibre, c'est-à-dire en gros, les activités vont changer. On peut parler par exemple de tertiarisation, c'est-à-dire que l'activité économique principale, ce ne sera plus l'agriculture, ce ne sera plus la production sucrière, et assez rapidement, les activités principales vont tourner autour des services et des biens, et aussi de la fonction publique. Donc la fonction publique va devenir le pilier du système socio-économique à partir des années 60, et en même temps, il va se créer ce qu'on appelle une fracture sociale entre justement des fonctionnaires de plus en plus nombreux qui vont alimenter une classe moyenne importante, qui va, grâce au mouvement social des années 50 dont j'ai parlé, bénéficier de ces fameux 40%, où c'est toute une autre histoire, on pourrait se revoir pour en parler. Bien sûr, si tu as le temps, parce que monsieur est occupé comme personne. Ah oui, ben... Mais je travaille, j'ai des vidéos à tourner, j'ai des conférences à donner. Enseignement, recherche, parce qu'en plus j'ai repris l'enseignement avec l'université, donc plus la recherche. Vous voyez, on n'invite pas n'importe qui sous le plateau. Oui, non. Il sait de quoi il parle. On va mettre ça haut. Ok, mais là je comprends cette histoire de fonctionnaires et compagnie, là tu nous expliques, tout le monde devant sa télé doit être ah ok, ça vient de là, les 40%. C'est ça, c'est cette lutte-là. Ok, donc on est tout oui. Ce qui caractérise vraiment ce changement social-là de chez nous, c'est que dans un premier temps, tu as une élite coloniale qui va pendant longtemps, avec des théories raciales et racistes, considérer que le nègre, pour reprendre l'expression, est incapable de prétendre un standing de vie meilleur et il ne mérite pas les salaires qu'il voudrait, pour lesquels les syndicats luttent par rapport à la départementalisation. Il ne peut pas mériter les salaires d'un ouvrier parisien et encore moins majoré d'un certain pourcentage par rapport au coût de la vie. Et puis, là, regardez, le mouvement social des années 50 va faire, donc, comme je te dis, tout le monde est lié, mais tout le monde n'aura pas les mêmes gains. Les ouvriers agricoles auront comme gain le plus majeur la possibilité d'avoir enfin une convention collective. Ils vont avancer sur certains points, ils vont gagner des victoires assez importantes permettant une augmentation du salaire. Mais le gain principal du mouvement social, c'est ce fameux 40% pour tous les fonctionnaires en exercice dans les départements d'outre-mer et comme je t'ai dit, qui va créer cette classe moyenne avec un pouvoir d'achat assez conséquent. Lorsque les sociétés martiniquaises vont voir ça, elles vont réadapter l'organisation et commencer à désinvestir dans le secteur sucrier et progressivement investir dans les nouveaux secteurs porteurs, sachant qu'ils avaient déjà l'import-export. Donc ils vont se lancer dans la distribution de services, de biens. En même temps, la planification économique de la technocratie française va effectivement, à coups de milliards, changer les infrastructures du pays, notamment les routes. Donc tu as des routes, tu as un meilleur pouvoir d'achat, tu peux acheter une voiture. Exactement. Mais si tu achètes ta voiture, elle a des pneus, elle mérite tout un entretien, et c'est là que tout le système va se mettre en place, mais ça va créer une fracture du coup avec la population ouvrière qui, pour elle, on ne va jamais reconnaître ce principe d'un coût de la vie plus élevé
Et tu as donc une fracture entre deux niveaux, une population ouvrière qui doit toujours lutter pour qu'on suive un petit peu les augmentations qui peuvent se faire du côté de l'Hexagone, et une population de fonctionnaires qui, elle, bénéficie d'un pouvoir d'achat assez conséquent, un pouvoir de consommation, mais en même temps avec cette logique assimilationniste aussi qui fait que on sera porté vers la consommation de l'extérieur et des marques françaises. Et là, l'élite coloniale, justement, va passer des franchises avec les grandes marques, majorer tous ces produits-là avec un bon petit pourcentage d'augmentation. Et puis, tu as le bordel dans lequel on est aujourd'hui, pour faire simple. Et c'est fou, et on se rend compte que tu nous parles de choses, de moments historiques. Ça fait quoi, 30 ans, 40 ans, 40, et que pratiquement rien n'a changé, et que, comme on le disait encore une fois au début de l'interview, que quand on t'écoute, on se dit, mais c'est vraiment pas qu'en Guadeloupe, tout ce qui se passe, ces changements, les classes moyennes, tu vois, qui sont dépassées par le... C'est fou, ça se passe partout dans le monde, et c'est dingue. Et souvent, on nous pointe du doigt, genre, c'est vous les mauvais élèves et compagnie. Une autre question, on a vu que la répression, justement, au début, il a été très physique, violente, voire militaire, voire policière. On a vu qu'elle s'est transformée, et justement, on va reprendre l'exemple de mai 67, est-ce qu'il y a eu une autre forme de violence pour justement que le peuple se taise? Est-ce qu'il y a eu, par exemple, des répressions administratives? Voilà, tu vois, par exemple, vous aussi au Cap-Palais, on va venir, fais-moi tes impôts, tu as un jour, tu as ceci, tu as cela, ton travail, tu y tiens. Est-ce qu'il y a eu ce genre de menace? Voilà. Parce qu'il y a souvent la menace policière, enfin violente, on ne va pas dire policière, parce sinon on va mettre tout le monde dans le même panier, mais c'est vrai qu'il y a la menace physique, mais est-ce qu'il y avait un autre type de menace? Tout à fait. C'est une très très bonne question. Merci, j'ai travaillé. Non, mais connexion. Et si tu veux, dès la mise en place de ce système-là, justement, et je t'ai parlé tout à l'heure par rapport à 67, du problème de contagion d'idées politiques et les velléités autonomistes et nationalistes, il fallait les attaquer et les tuer dans l'œuf dès ce moment-là. Le travail était bien fait puisque le statut politique jusqu'à présent n'a pas changé, et même lorsqu'on parle d'évolution, les choses sont assez bloquées, ne serait-ce que dans l'imagination, parce que bon, j'ai pas de boule de cristal par exemple, je vais pas te dire quand nous pouvons faire exactement, mais de voir que les gens ont du mal à imaginer un autrement, ça veut déjà dire beaucoup de choses. Et pour revenir à ta question, en 1960, par exemple, lorsque justement De Gaulle il crée la 5e République en 1958, il prend le pouvoir en France, il crée le régime présidentiel qu'on connaît, qui permet de faire pas mal de choses, et tout en manifestant sa compréhension justement de malaise sociopolitique où la population, les forces sociopolitiques demandent plus de reconnaissance, plus de moyens, plus d'investissement. Donc il vient en Guadeloupe, en Martinique en 1960, à coup de vive la République, la France vous a compris, on va vous amener ce qu'il faut. Et en même temps, il cadenasse à côté de manière arbitraire tous ceux qui prétendent à plus d'autonomie ou de représentation. Donc il y a le décret d'octobre 1960, l'ordonnance pardon, où il va tout simplement imposer la mutation d'office de certains fonctionnaires qui seraient accusés de créer des troubles à la présence de l'État dans ces territoires-là. Donc sachant qu'en fait les fonctionnaires étaient ceux qui étaient le plus impliqués dans la lutte sociopolitique, que ce soit dans les cadres de la CGT par exemple, des organisations syndicales. Je parle de la CGT parce qu'elle était majeure à ce moment-là, que ce soit au niveau des fonctionnaires dans le secteur public même. Les fonctionnaires étaient ceux qui avaient les moyens, parce qu'on parlait tout à l'heure de pression, les moyens de se mobiliser plus facilement et d'être conscientisés aussi. Donc on met un petit coup de fermeture sur eux, et tu as effectivement des Guadeloupéens qui ont été touchés par la mesure, et c'était surtout montrer qu'on peut s'attaquer personnellement à toi par rapport à ton implication dans des mouvements sociaux, dans des idées politiques. Donc ça, c'est quelque chose d'assez fort, d'assez particulier. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que avec ce changement que j'ai évoqué à l'instant, tu as cette théorie, ce concept de la modernisation. On voit les choses évoluer, on voit les voitures, on voit ce nouveau mode de vie. 1960, c'est la création du premier supermarché en Guadeloupe, prise unique à Pointe-à-Pitre. Et ça va façonner ce que j'appelle la culture départementale qui s'installe à ce moment-là dans tous les esprits.
Ça veut dire que là, on est majoritairement, la population est acquise à l'idée que le pouvoir central va faire ce qu'il faut et va progressivement prendre en compte les mesures, les revendications. Donc cet état d'esprit va un petit peu s'essouffler, même si en Guadeloupe, la lutte nationaliste va rester très forte, mais elle aura du mal à pénétrer l'ensemble de la culture politique pour s'affirmer comme une culture politique majeure et en même temps sa présence dans le paysage politique sera importante parce qu'elle sera un point d'accroche et d'appui à la contestation, notamment des classes moyennes qui, dans certains moments, vont s'appuyer sur ce noyau de contestation et à d'autres moments jouer le jeu de l'assimilation départementale. Ok, en tout cas, on vous rappelle que Docteur Lavenir a créé rien que pour vous RJVA, vous pouvez un petit peu aussi, on peut poser des questions, c'est interactif. Bien sûr. Bien entendu, donc si vous avez des doutes sur votre histoire, n'hésitez pas. Si vous voulez en savoir plus sur la distanciation sociale, on en a parlé, vous tapez KNF sur YouTube, Maël Lavenir, on en a parlé. Si vous voulez recomprendre, vous revisionnez le replay de cette émission pour un petit peu comprendre les mouvements sociaux qui se passent ici. Effectivement, ça a commencé il y a très tôt dans notre histoire, mais là, c'est l'heure de donner tes adresses sur les réseaux sociaux, on va redonner l'adresse de l'application, on va donner ton adresse mail, on va donner tes contacts. Est-ce que tu es connecté sur les réseaux? Dis-nous tout, de toute façon, tu connais la chanson, ça va s'afficher juste ici. Alors, on va nous suivre encore sur Facebook avec la page RJVA Learning. Bien évidemment, l'application disponible dans le Google Play Store, donc RJVA Learning, contraction de Rouge Jaune Vert. Rouge Jaune Vert, c'est son nom complet, RJVA, c'est le sigle. On va la trouver dans l'App Store également. En ce moment, une petite promo dans Google Play Store, donc profitez jusqu'à quelques jours pour ceux qui sont intéressés. Et puis, on peut me contacter directement aussi par mail, dr.lavenir@rjva.com. Je suis très, très ouvert et très intéressé aussi par les suggestions, donc voilà. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à le contacter, surtout pour les conférences et compagnie. Mais n'oubliez pas que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, il est souvent occupé. Là, les gars, pour l'avoir aujourd'hui, j'ai pris le rendez-vous il y a au moins 4 mois. On était en octobre 2021. En tout cas, merci à toi d'être venu nous éclairer un petit peu sur cette période de notre histoire. C'est toujours un plaisir de parler avec toi. Et on a même déjà le prochain sujet. Maintenant, il nous reste à trouver la date. Si tu avais justement un tout dernier message à tous les peuples de la Caraïbe, ta caméra est juste là, Guadeloupe, Martinique, Guyane, mais la Réunion, même si vous êtes loin, Saint-Martin, Dominique, Haïti, Sainte-Lucie, Virgin Islands, Jamaïca, Barbados, Saint-Vincent, vas-y. Right thing. Alors moi je dirais tout simplement à tout ce peuple-là, toutes ces personnes de croire jusqu'au bout en leurs idéaux et notamment l'idéal de liberté qui a fait son chemin chez nous. Chaque génération a son combat, chaque génération a eu des choses à faire. Je pense qu'aujourd'hui, nous aussi, on aura notre combat pour notre liberté à mener, donc il faut nous faire. Le message est passé, bien entendu. Voilà, réagissez sur les réseaux sociaux, c'est important. En tout cas, merci à toi et puis on se retrouve très vite. Nous, on se retrouve aussi très vite et oui, avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après une page de pub. À tout de suite.